Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon summit. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Alors déjà, première question. Qui a tenté de mettre de l'IA générative dans son produit en 2023 et peut-être même en 2024? Je devrais avoir pas mal de mains qui devraient se lever en théorie. Super. Et deuxième question, qui l'a mis en production? Il y en a tout petit peu moins. Troisième question, est-ce que vous avez eu un bon ROI sur les use cases que vous avez mis en production? Est-ce que vous êtes content en fait de ce qui s'est passé? Je vois beaucoup moins de mains qui se sont levées, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc effectivement, j'en ai à côté de moi qui sont ravis et c'est un peu l'objectif de cette session justement. Alors moi, je suis Vivien de Saint-Pern, architecte solution AWS. Ça fait bientôt 5 ans que j'ai rejoint l'entreprise et je m'occupe de pas mal de clients différents. L'année dernière, comme vous pouvez vous en douter, on a beaucoup parlé d'IA générative et surtout les use cases, que faire, comment passer en production. Et en fait, on a remarqué qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont réussi à passer en production, qui ont réussi à trouver ce bon ROI. Et c'est pour ça qu'on s'est dit ce serait une bonne idée de pouvoir en parler, d'échanger sur ces bonnes pratiques pour vous aider dans votre parcours dans la Generative AI. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par ces 3 startups et ces 3 start-upers aujourd'hui et on va pouvoir échanger sur ces différents sujets. Donc voilà, on a déjà fait les présentations, mais voilà, on a Grace Merab d'Outmind, Charles Bordery de Letria et Sven Courtepayen de Clip. Et je vais vous laisser justement vous présenter. Je te laisse la parole en premier, Grace. Merci Vivien, bonjour à tous. Ravie d'être là aujourd'hui. Donc Grace Merab, je suis la cofondatrice et CEO d'Outmind. En très simple, Outmind, c'est le Google du collaborateur. L'idée, c'est de l'aider à trouver la bonne information dans tous ses systèmes internes. Donc on va chercher de l'info dans les serveurs, dans SharePoint, dans les mails, dans toutes les bases non structurées d'informations. Et depuis maintenant presque un an, on permet également aux utilisateurs de poser des questions à cette donnée et de générer des réponses grâce à l'IA générative. On a 4 ans, on est une startup 100% française. On a démarré au sein de l'accélérateur de l'X et aujourd'hui, on sert des clients entre la grosse PME et le grand groupe. Bonjour à tous, ravi d'être ici aussi. Moi, c'est Sven, je suis un des cofondateurs de Clip. Clip, c'est une API qui permet à des plateformes vidéo de générer automatiquement des clips et des teasers à partir de leur librairie de vidéos existante. Donc, deux use cases rapidement, ça peut permettre à une plateforme d'enregistrement de webinaires de permettre à leurs utilisateurs de sortir du webinar avec un petit débrief teaser clip qu'ils vont partager sur les réseaux sociaux type TikTok, YouTube Shorts, etc. pour aller faire découvrir ces contenus longs. Et ça peut aussi permettre à des plateformes de VOD, donc de streaming vidéo, de générer des clips et des teasers de leur librairie de contenu pour mieux le teaser, le faire découvrir à leur audience sur leur plateforme. Voilà, il y a de la generative AI dans tout ça et on va en parler juste après. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Charles Bordery. Je suis un des cofondateurs de Letria, CEO. Chez Letria, on aide les organisations à passer du chaos à la connaissance. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on les aide à prendre des documents et à extraire l'information dedans. C'est assez proche de ce que fait Grace. Nous, on est une plateforme technologique un peu plus bas. On aide les organisations à mettre en production de l'IA générative et on les aide justement en imbriquant de l'IA symbolique. À quoi ça sert? Ça sert à réduire le cauchemar aujourd'hui de l'IA générative qui est l'hallucination et le manque de précision. Donc on va venir combiner en fait une couche d'IA symbolique avec une couche d'IA générative pour pouvoir donner de la précision sur les informations, pour pouvoir donner du ground checking, comme ils disent, et pour pouvoir avoir les niveaux de performance attendus par les organisations pour passer de l'IA générative en production. On travaille majoritairement avec des banques, des acteurs dans le healthcare, des acteurs dans la défense qui ne peuvent pas aujourd'hui tolérer le niveau des modèles et des RAG actuels. Et grâce à cette technologie hybride, on va aller chercher les niveaux qui sont requis pour pouvoir ensuite embarquer toute l'organisation dans ce genre de projet. Merci beaucoup pour la présentation. En première question, j'ai envie de poser cette question liée au fait à ce qui s'est passé l'année dernière. Il y a eu pas mal de hype, on a parlé de la Generative AI, on s'est dit que ça allait changer le monde, qu'il y a beaucoup d'usages qui allaient changer. Et vous êtes dans un business, et un business a besoin de tourner, hein, bien sûr. Comment vous avez abordé le sujet? Vous êtes parti all-in, vous avez peut-être testé quelques éléments. Qu'est-ce qui s'est passé en fait en 2023? Alors de notre côté, pour être franc, ça s'est fait un peu dans la douleur parce que les LLM se sont présentés à nous via des compétiteurs qui ont émergé sur notre marché et qui n'existaient pas avant.
Nous, on a une boîte qui a 3 ans, donc qui est pré-LLM. On utilisait des modèles de langage classiques pour extraire des clips et des teasers de contenu vidéo plus long. Ça, le use case, il n'a pas changé. Et là où nous, on avait fait à l'époque déjà 2 ans, 1 an et demi de R&D pour aller développer ces modèles-là, assez rapidement, on a beaucoup de concurrents qui ont émergé en utilisant des LLM, donc en simplifiant complètement la partie R&D et en cassant les barrières à l'entrée qu'on avait mises, et qui ont proposé des clips qui étaient d'une qualité OK, surtout au début sur les premières versions des LLM qu'ils utilisaient, mais qui se sont améliorés assez vite et qui donc nous ont rapidement interpellés sur comment nous, on pourrait s'en servir. Et alors comment on l'a abordé? On s'est dit qu'on allait, on avait quand même sur la stack qu'on avait développée en termes de coûts variables, en termes de maîtrise aussi, de réentraînement sur nos contenus spécifiques, etc. Beaucoup d'avantages comparatifs par rapport à ceux qui utilisaient des LLM. Mais on a aussi compris qu'on devait les utiliser sur certaines parties de notre workflow. Donc on a gardé notre stack actuel et on a isolé des parties très précises, notamment la partie ajustement. C'est-à-dire on recommande un clip. On avait un logiciel sur lequel les utilisateurs pouvaient dire ok, là il manque un peu de contexte avant, il manque un peu de contexte après. C'était quelque chose qui était fait manuellement et avec nos modèles de langage classiques, on n'avait aucun moyen d'automatiser ça, on s'était cassé la tête dessus. Par exemple, les LLM nous ont ouvert cette porte-là et aujourd'hui, un de nos cas d'usage des LLM, c'est d'aller ajuster automatiquement ces clips générés par notre IA, entre guillemets, modèle de langage classique. Et je trouve qu'avoir associé les deux, ça a été un truc qui nous a beaucoup apporté. De notre côté, en fait, on a un peu pareil, hein, on est là depuis quelques temps, donc on avait creusé l'usage des transformers, donc GPT-2, GPT-3. Il y a quelques années, on avait jusqu'à 3 personnes qui faisaient de la R&D sur ces sujets. On a testé des choses plus ou moins complexes, donc les transformers d'un côté, les régressions linéaires de l'autre. Donc voilà, on a joué pas mal avec ça. Et quand c'est sorti vraiment en production chez OpenAI, ça a débloqué déjà, je pense, une partie du marché. Donc on s'est retrouvé avec des acteurs qui commençaient à en parler, à le pousser. Nous, on a eu nos propres investisseurs qui se sont dit est-ce que vous y allez? Ça semble évident que le search va se transformer avec ce type de technologie. Donc pareil, il y a un peu ce côté crainte de ce que ça peut amener. Donc on s'est posé pas mal la question de ce qu'on allait en faire. Est-ce que en fait nos utilisateurs allaient vraiment pouvoir en bénéficier? Est-ce que c'était pas nice to have pour eux? Je pense que c'est une question qu'on se pose un petit peu tous parce qu'on se dit super, il y a une technologie qui peut permettre d'aller plus loin. La réalité, c'est est-ce que c'est cohérent pour nos utilisateurs? Et en fait, la réponse était oui. Donc on a commencé à l'intégrer avec plusieurs niveaux successifs. Le premier niveau, c'était un peu ce qu'on disait en le préparant. En une semaine, on a poussé dans le produit une fonctionnalité qui permettait de comprendre les questions en langage naturel et de les traduire entre guillemets pour le moteur de recherche. Donc un premier cas d'usage assez simple qui très vite apportait de la valeur, qui permettait de, si je rentre un petit peu dans la technique, d'éviter de se retrouver à faire des synonymes pour les cas d'usage de nos clients, mais plutôt les créer grâce à l'IA générative. Donc, premier cas d'usage très simple. Et ensuite, progressivement, on est allé vers des cas d'usage plus complexes, vraiment de conversation avec les documents. Donc voilà les premiers pas avec la techno. Et aujourd'hui, c'est en production chez plus de 80% de nos clients. Donc, c'est plus du tout de la bêta, quoi. Nous aussi, début 2023, effectivement, on est dans le milieu du langage. Donc, c'est ça qui a été impacté en premier par les LLM et l'IA générative. Et tout de suite, on a pris notre temps parce qu'on voulait comprendre là où on allait pouvoir avoir un facteur différenciant. Quand on est une jeune société, il faut choisir ses batailles et rapidement, il faut essayer de comprendre là où tu veux aller chercher ta compétition. Nous, ça n'a pas été sur les modèles fondations. À un moment, on a eu ce débat-là en interne. Est-ce que c'est notre position dans la chaîne de valeur? On a vite décidé que non, pour des raisons de ressources en interne, notamment, mais aussi de stratégie. Et puis ensuite, vis-à-vis de ça, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie commodité. Et comment je vais apporter de la valeur dans un monde qui est en train de totalement s'ouvrir avec des barrières, comme disait Sven, qui sont de moins en moins complexes à franchir. Et donc, on a identifié dans notre stack technologique, là, on avait de vrais apports, un vrai asset technologique de l'avance. Et on s'est dit, 100% de nos efforts doivent aller vers maintenir cette avance-là, la conforter et arriver à, évidemment,
trouver une image de marque, trouver une proposition de valeur qui va dénoter dans je dirais le marché annuel, marché actuel, qui est vraiment très commun, je trouve, dans la manière dont on aborde ça. Merci beaucoup pour ces premiers échanges. Ensuite, j'ai envie d'aborder un sujet. On voit beaucoup de use case autour du chat. Le chat, c'est quelque chose d'assez commun. Je pense que c'est ce qu'on a tous vu quand ça a commencé. Maintenant, tous les produits ne sont pas forcément adaptés à ça et il y a beaucoup d'autres cas d'usage qui peuvent rentrer. Comment vous avez concrètement intégré dans votre produit la GenAI et surtout quel challenge d'un point de vue intégration UX, UI ça a pu avoir? Ouais, de notre côté, donc j'ai un peu attaqué ça dans la question précédente aussi. Mais ouais, je pense que nous, il y avait une vraie alternative de se dire les LLM, ils sont très forts sur la partie créativité, leur faire créer du contenu. Et nous, notre cas d'usage, c'est de créer du contenu à partir d'un contexte déjà existant, parce qu'on réutilise des contenus vidéo qui sont déjà existants. Donc, on va plus demander à l'IA d'aller s'intéresser à ce contenu, le découper et trouver les moments les plus intéressants, les plus forts qui sont cachés dans ce contenu-là. Un des problèmes qu'on a eu sur les mises en production sur ce sujet-là, c'est que l'IA était très difficile à contrôler sur sa partie créativité. C'est-à-dire qu'elle isolait un moment intéressant dans le contenu, mais elle rajoutait des phrases en plus, ou elle allait chercher différentes phrases à différents moments du contenu, etc., qui étaient des comportements hallucinatoires qui ont été difficiles pour nous à gérer au moment de la mise en prod. On est sur un cas d'usage où s'il y a des erreurs de temps en temps, c'est pas très grave, mais il faut qu'on soit à 80% de moments qui sont de moments de clips, de teasers qui sont bons du premier coup. Implémenter de la GenAI au-dessus de nos algos qui étaient déjà robustes et permettaient ça pour aller chercher de manière consistante quelques points de précision d'augmentation sur les clips et les teasers qu'on recommande, ça a été un challenge. Je ne sais pas si je réponds maintenant à comment on a... Ouais, ces challenges-là, je pense que la seule manière d'aller vraiment les résoudre, c'est de faire énormément de quality assurance, de QA, c'est-à-dire aller faire tourner ces modèles sur énormément de données tests et arriver à se construire la conviction sur tous les cas d'usage possibles que de manière consistante, ça apporte de la valeur. Et une fois qu'on a fait, c'est un travail le plus sérieux et le plus complet possible. Il y a toujours un moment où on se jette un peu dans le vide et où on va passer en prod avec des clients et prendre leur retour et itérer aussi là-dessus. Voilà, il y a ce moment de saut dans le vide, mais je pense que c'est très intensif en termes de QA sur les premières parties pour être sûr d'avoir quelque chose qui apporte de la valeur au client quand on le passe en production. Moi, je suis hyper d'accord avec ce que tu viens de dire, Sven. En fait, c'est presque créer un nouveau produit, quand bien même c'est hyper cohérent avec ce qu'on fait déjà. Il y a toute une phase d'itération avec les utilisateurs. Il y a toute une phase de création vraiment design où on va se poser la question de comment on va agencer les différentes briques. Donc nous, le processus complet, je pense, il prend quand même 3 à 6 mois minimum pour bien le faire. Et encore aujourd'hui, on est en train d'ajouter de nouvelles interfaces. Par exemple, ce qu'on a ajouté récemment, c'est la capacité pour nos utilisateurs d'enregistrer des instructions, des prompts, équipe par équipe, de sorte à vraiment mettre le pied à l'étrier pour les utilisateurs. Parce qu'en fait, si on leur donne la fonctionnalité de but en blanc, la majorité ne savent pas comment s'en servir et donc vont poser des questions, parfois en mettant des mots-clés ou en comprenant juste pas comment est-ce que le modèle réagit et donc ils ne sont pas satisfaits des résultats. Donc avec ce genre de fonctionnalité, on permet à nos administrateurs de pousser des prompts qui vont en quelques clics pouvoir être utilisés. Et ça change beaucoup l'impact de la feature. Pareil, une autre fonctionnalité qu'on est en train de mettre en production après toute une phase de design, c'est la capacité de répondre à des questions en langage naturel en reprenant des réponses basées sur toute une base documentaire et potentiellement toute la base de l'entreprise en fonction des droits et des utilisateurs. Et ça amène vraiment de nouvelles interfaces pour montrer comment l'IA réfléchit, sur quel document elle s'est basée, et potentiellement demain aider l'utilisateur à affiner sa question en rentrant vraiment dans un process métier pour l'entreprise que va suivre en fait l'utilisateur.
Donc, en fait, toutes ces phases-là, elles sont passionnantes. Je pense que le chat a encore de beaux jours devant lui, même si 100% de nos usages ne sont pas autour du chat. Moi aussi, je suis effectivement d'accord avec. C'est très consensuel ce midi, mais ce qu'ils ont dit est très intéressant. Je rajouterai un point, et je vais encore parler de stratégie pour une startup. Là où le LLM, le modèle fondation derrière, va pouvoir changer, il y a des nouvelles versions, on sait qu'ils vont être obsolètes, qu'ils vont être battus. La connaissance du produit, les interviews, l'UX, lui, sont des actifs qui restent. Et ça, c'est extrêmement important. Vous allez pouvoir changer, passer de la version 4 à la version 5, 6. Il n'y a pas de problème. A priori, ça va améliorer le comportement de votre outil et c'est une bonne chose. En revanche, tout le travail qu'on fait à partir de maintenant d'aller au plus proche des cas d'usage, au plus proche de la manière de le résoudre avec du produit, des expériences qui sont bien travaillées. Le conversationnel, c'est l'expérience actuelle. Certes, ça a de beaux jours devant soi, mais je pense sincèrement que tout le monde ne veut pas chatter avec des documents, qu'il y a d'autres manières d'aborder la connaissance. Et ça, il faut le travailler dès maintenant. Et en le travaillant, bah, on se différencie un petit peu aussi du dogme actuel. Donc je dirais l'UX à fond. Et évidemment, ça c'est un classique, parler avec son client, parler avec ses prospects pour pouvoir construire un actif qui dure. Oui, donc finalement, pour rebondir là-dessus, c'est un process produit qui est assez traditionnel, qui s'adapte finalement à une nouvelle techno. Il ne faut pas oublier les bases, c'est un peu ce que j'ai compris de notre échange. Ensuite, il a fallu certainement passer en production, une fois que tout ça est passé en QA justement, et que vous avez fait tout ce travail-là. Comment s'est passé ce passage en production, en termes de scale, en termes de challenge technique, en termes de coûts? J'imagine qu'à un moment donné, tout ça, ça a dû être un peu plus concret. On est sorti de cette phase de POC, et j'aimerais en fait vous entendre sur ça, sur votre phase de mise en production. Ouais, c'est vrai que dans notre cas, l'utilisation des LLM ou de n'importe quelle techno, c'est un trade-off en termes de qualité d'output et de coût de processing. Le coût des LLM, c'est un vrai sujet. C'est quelque chose qui, je pense, en phase de test est assez difficile à prévoir par rapport à ce que ça va donner en prod. Nous, je pense la manière dont on l'a fait pour pouvoir contrôler tout ça et se donner une vraie idée de ce que donneraient ces coûts en prod, c'est accepter peut-être une variabilité sur les premiers clients avec qui on décide de donner accès à cette version du modèle-là. C'est des clients avec qui on a une relation privilégiée de confiance. On sait que les boucles d'itération vont aller très vite et qui vont tolérer d'éventuels comportements hallucinatoires et pas... et nous, on met des safeguards, des barrières pour éviter qu'ils vident notre compte en banque avec trop de requêtes. Donc voilà, je pense que c'est un sujet qui est difficile à contrôler en termes de QL, là où la qualité, quand même, on arrive à avoir beaucoup plus de contrôle. Et c'est en passant en prod de manière localisée avec quelques clients qu'on peut construire la confiance d'aller passer en prod avec une deuxième vague, une troisième vague. Je pense que c'est quelque chose qui doit être progressif sur ces technos-là qui sont encore assez exploratoires. Ouais, pareil, on a fait, même chez nos clients qui ont décidé de passer en production, on n'a pas forcément embarqué tout le monde d'un coup. Donc, on a eu des clients qui nous ont demandé de créer des équipes bêta sur le produit. Donc, maintenant, on leur a donné cette capacité autonome. Donc, nos admins peuvent dire j'ouvre la fonctionnalité ou pas pour mes équipes, je crée des équipes où il y a la fonctionnalité, où il n'y a pas la fonctionnalité, etc. Donc maintenant, c'est leur liberté complète. Mais effectivement, avant d'arriver à ça, on a embarqué 10 users, 20 users à droite à gauche pour être sûr que ça fonctionne selon leurs attentes. Et un petit peu pareil que Sven, c'est des clients qui, pour la plupart, nous ont aidés, en fait, ont participé aux interactions pour bien comprendre vers où on allait. Donc, c'était normal pour nous de leur ouvrir un petit peu les vannes en avant-première. Et ce qu'on a fait pour se protéger en termes de pricing, c'est qu'on a mis en place des paliers liés vraiment à l'usage. Donc, on va avoir un certain nombre de requêtes qui vont être incluses dans les plans qu'on propose. Et ensuite, il y a un dépassement s'il y a beaucoup plus d'usage. Donc, on accepte une certaine prise de risque. Les prix, j'ai l'impression, sont en train de diminuer plutôt qu'augmenter. Donc, ce qui est plutôt rassurant. Voilà. Donc, mais effectivement, si les usages déconnent, on va certainement accepter de prendre une petite charge sur nos épaules.
Pour compléter, je dirais qu'il faut parler avec les partenaires cloud providers. C'est mon nom, c'est mon moment corpo. Il y a des outils qui sont vraiment de plus en plus utiles pour s'y retrouver dans le modèle économique. Aujourd'hui, le modèle économique, si tu veux héberger toi-même ton LLM, a priori, il n'est pas viable. En revanche, si tu commences à utiliser des outils comme Bedrock, tu as accès à un pricing au token, tu as accès à des pricing qui peuvent du coup accueillir la saisonnalité, la charge, et évidemment, tu t'économises beaucoup de travail en interne. Donc, passer cet instant promo, aujourd'hui, on voit qu'il y a assez peu de modèles économiques qui tiennent autour de ça. Les gros arrivent à faire du dumping. Concrètement, ils vendent moins cher que ce que ça leur coûte. Ça, c'est un choix. Nous, de notre côté, quand tu es une plus petite boîte, tu dois effectivement aller mettre beaucoup de valeur sur les fonctionnalités. Pas forcément les rollouts à toute ta base d'utilisateurs. Identifier ceux qui sont prêts à mettre le prix. Identifier des modèles de pricing. Sortir du modèle par token, par exemple. Des modèles par action, des modèles par événement, des modèles par intention. Ça, c'est des modèles qui ont de la valeur. Et plus tu vas aller vers un modèle abstrait qui est porteur de valeur pour ton utilisateur final, plus tu vas pouvoir mettre un prix élevé et avoir l'acceptabilité de ce prix auprès de tes utilisateurs. Merci. Alors, il nous reste encore 2 petites minutes. La question, moi, qui m'intéresse le plus, en fait, c'est finalement comment vous avez mesuré le succès de ça? Comment vous avez mesuré l'impact que ça avait sur votre produit, sur l'utilisation, sur vos utilisateurs? Qu'est-ce que ça a changé finalement à votre business d'une manière générale? Est-ce que c'est quelques petites features sympathiques ou est-ce que finalement c'est un changement de paradigme comme on nous le dit régulièrement? De notre côté, ça se mesure de manière très concrète en termes d'amélioration de la part de clips générés qui sont bons du premier coup, c'est-à-dire qui sont partageables et utilisables par nos utilisateurs, nos clients. Donc c'est vraiment une boucle d'apprentissage avec nos clients sur les retours qu'ils nous font, mais qu'on peut mesurer sur la manière dont ils se servent des clips qu'on leur met à disposition. Pour certains, est-ce qu'ils sont partagés sur les réseaux sociaux? Pour d'autres, est-ce qu'ils sont display sur leur application VOD? Et ça, nous, l'utilisation des LLM, ça nous a permis de gagner 10 points. Donc on est parti de 75% de bons du premier coup à 85% en allant chercher des cas d'usage très spécifiques qui étaient déjà faits par nos utilisateurs manuellement. Et on s'est posé la question, comment on va pouvoir optimiser ces cas d'usage qui sont déjà très ancrés dans les habitudes de nos utilisateurs et donc leurs besoins, en les isolant, en les rendant le plus précis possible. On a lancé une liste de features, dont celle de l'ajustement, dont une amélioration du scoring aussi, qui nous a permis cette augmentation de 10 points qui nous permet de faire accélérer nos deals sur des plateformes de streaming, par exemple, qui n'ont pas la capacité de faire rééditer leur contenu at scale, donc qui ont vraiment besoin que les clips soient bons et partageables du premier coup. Ça nous a fait gagner des deals qui, à l'époque, n'auraient pas été possibles pour nous. Et une dernière chose, je pense qu'il y a eu aussi un aspect marketing, c'est-à-dire que les LLM ont démocratisé un usage de l'IA dans des grosses boîtes qui, à l'époque, n'auraient peut-être pas cru à la capacité de cette technologie pour aller résoudre leurs problèmes. Aujourd'hui, quand on va les voir et qu'on leur dit qu'on leur en reparle de problèmes précis, ils vont croire à la solution derrière et on va se sentir beaucoup plus accompagné par les équipes pour pouvoir avancer. Et ça, c'est un autre point, je pense, assez important. Je vais essayer de faire rapide parce que je vois le chrono là. Je trouve que le vrai impact qu'on a eu, c'est un impact business. C'est-à-dire que concrètement, on a débloqué des usages qui étaient ultra complémentaires de ce qu'on avait chez nos clients. Je vais donner un exemple très précis. On a beaucoup de sociétés de services, beaucoup de knowledge workers, des gens qui, par exemple, vont répondre à des appels d'offres en partant de gros cahiers des charges et qui vont passer un temps assez monstrueux juste à repiocher la bonne info pour créer leur réponse. Donc, ils utilisaient déjà le produit pour aller trouver les bonnes slides visuellement et sélectionner ce qui allait bien. En plus de ça, maintenant, ils peuvent interroger leur cahier des charges et générer en 15 secondes ce qu'ils mettaient 1h30 à rédiger en allant piocher les informations à droite à gauche dans des centaines de pages parfois de cahier des charges ou d'appels d'offres. Donc en fait, ça a débloqué ce genre de nouveaux cas d'usage et ça a
concrètement générer des ventes additionnelles dès Q4. Q4, on a fait 50% de croissance, notamment grâce à ces technologies-là. Donc, limite, on l'aurait fait plus tôt s'il y avait à reprendre des choses, toujours en restant très focus sur est-ce que j'apporte de la valeur, est-ce que c'est assez concret, et je rentre vraiment sur 2-3 cas d'usage plutôt que de dire ça va être super, c'est une nouvelle techno, mais zéro regret, quoi. Bon, brièvement, je dirais que avant, quand j'étais à un dîner de famille, je devais passer 10-15 minutes pour expliquer ce que je faisais dans la vie. Et aujourd'hui, en 30 secondes, c'est fait. Donc, imaginez ce que ça fait avec tous vos interlocuteurs dans votre quotidien. Ça nous a fait gagner du temps, on a économisé des millions de marketing. Et grâce à ça, on arrive à rentrer dans le vif du sujet très vite. Merci beaucoup, cette session est désormais terminée. Merci à vous trois pour cet échange très instructif.